Salut. Désolé si vous êtes épileptique. Ouais, bon. Donc je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille avec 2-3 autres personnes depuis 2 ans. Ça a débuté de manière assez rigolote lors de conférences Django à Montpellier, où on s'est dit tiens, en fait il y avait une session où tout le monde demandait qu'est-ce que vous voulez faire en fait, qu'est-ce que vous avez comme interrogation, sur quoi vous voulez plancher, etc. Donc il y a des petits groupes de réflexion. Et moi je me disais c'est dommage, on n'a pas trop d'alternatives à Google Forms ou à des trucs comme ça. Et en libre quoi, qu'on puisse héberger sur nos propres serveurs. Voilà. Et donc on a commencé les discussions comme ça, et puis on a évolué vers ce que je vais vous présenter là, qu'on a appelé DBED, qui est un service web de validation, de définition et de validation de données en fait. Donc je vais expliquer tout ça en détail, mais l'idée c'est de définir un modèle et d'ensuite pousser des données qui valident ce modèle-là, et si elles ne le valident pas, eh ben, on a des messages d'erreur, etc. Et on peut faire des trucs sympas avec ça, donc je vais présenter ça. Donc voilà. Donc c'est un service web, c'est basé... il y a d'autres, enfin ce que je disais, Google Forms permet de faire ça en fait. Google Forms permet déjà de... L'idée c'est qu'il y avait des personnes il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander Alexis, genre moi j'aimerais bien pouvoir créer mon formulaire. Alors il y avait différents cas d'utilisation. Un des cas d'utilisation c'était on veut organiser un événement et on a envie que les gens puissent s'inscrire. Et donc on a un site WordPress, est-ce que tu peux nous faire un truc dessus? Alors bon, je faisais ça, je bidouillais une extension PHP pour WordPress, et puis voilà. Et puis après, ils me disaient, mais en fait, pourquoi on n'utiliserait pas Google Forms? Et puis donc, je leur explique. Je leur dis, le problème avec Google Forms, c'est que si vous voulez ajouter des types de champs spécialisés, si vous voulez faire des trucs carto, par exemple, ou des trucs un peu pointus qui sortent de ce que vous avez l'habitude de faire, ou ce que Google a prévu pour vous, vous ne pouvez pas l'étendre, vous ne pouvez rien faire dessus. Et puis les données, c'est même pas vous qui les avez, quoi. Donc voilà. Et puis je me suis dit, en fait, moi je bosse en fait sur une espèce de framework par-dessus Pyramid. Pyramid, c'est un framework web en Python qui permet de définir des API HTTP de manière assez simple. Ça s'appelle Cornice. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose avec ça en fait? Et donc on a essayé, et voilà. Et donc l'approche est un petit peu différente par rapport à l'approche de Google Forms, par exemple, où on peut venir, on définit nos champs, mais après, tout ça, c'est fait en fait au niveau HTML. On n'a pas possibilité de se plugger dessus avec un téléphone, par exemple, qui ne supporte pas le HTML, ou on ne peut pas faire une application native. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Et donc, je me suis dit, l'approche intéressante, peut-être, c'est de faire ça avec une API web. Donc, je vais décrire tout ça un petit peu plus. Donc voilà, je décris ça. On a le support des données géographiques. Donc, dans l'historique du projet, un truc qui est intéressant, c'est que à l'origine, on parlait de ça avec Mathieu Leplâtre de chez Machina Corpus. Et lui, un truc qui l'intéressait, c'était de pouvoir faire de la validation de données géographiques. De pouvoir dire, moi j'ai un type de champ polygone et je veux pouvoir pousser des polygones et que ça me vérifie le truc et que ça me dit oui c'est bien un polygone, ou oui c'est bien un carré, ou oui c'est bien, voilà, enfin des données géographiques. Et donc lui il a ajouté ce support des données géographiques dans le projet. Donc voilà, donc l'historique c'est ce que j'expliquais un petit peu, où on avait l'idée l'année dernière, on a eu pas mal de discussions, et puis on a eu des sprints, c'était rigolo parce que l'année dernière, peut-être vous vous rappelez si vous étiez là, j'avais fait une proposition où je disais si ça vous intéresse, dans 2 semaines chez moi on fait une petite session où on aura du fromage et du vin rouge et voilà, et on peut venir et on hackera des trucs ensemble sur des beds, et il y avait des gens qui étaient venus et c'était cool. Et voilà. Et puis après, on a eu une toute première version. Depuis, on a cassé tout. On a à peu près refait les trucs qui ne nous plaisaient pas. Et puis voilà, on a fait pas mal de sprints à droite, à gauche. On a fait quelque chose chez Rémi aussi, de Novapost, où on a implémenté la gestion des ACL, des autorisations en fait, pour que tout le monde ne puisse pas faire n'importe quoi sur les données. Et voilà, bon, c'est du blabla, peut-être que vous ne voyez pas trop de quoi je parle. Donc je vais faire un peu expliquer les concepts qu'il y a derrière, et puis après je vais faire une petite démonstration pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler.
Et puis voilà, après, si vous avez des questions, vous les poserez. Donc il y a des champs de type géographique, il y a des champs de type normaux, et puis on peut faire des relations entre les données aussi. Donc les champs supportés, donc c'est tous les champs normaux d'une base de données, plus en fait ce qui est maintenant à peu près des champs normaux d'une base de données aussi, puisque beaucoup de bases de données supportent les champs de type géographique. Mais en fait, au tout début du projet, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça avec, peut-être que vous connaissez la base de données qui s'appelle CouchDB, qui expose déjà une interface web en REST, HTTP, et qui parle du JSON. Peut-être même qu'elle peut parler d'autres formats. Et elle supporte les données géographiques. Et donc je regarde, j'essaye de faire les choses. Et en fait, c'est pas possible de définir des données, un modèle de données, et d'envoyer des données qui soient validées sur ce modèle-là. Donc ce que je voulais faire, c'était juste une petite couche par-dessus qui permettent de faire ça, quoi. Et je suis allé voir les développeurs de CouchDB en leur demandant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ce serait possible de faire ça directement dans CouchDB, tant qu'à faire. Et apparemment, c'est pas fait pour ça, c'est pas prévu pour ça. Et donc, d'où l'existence de ce projet-là. Donc voilà, je voulais faire une petite démonstration. Donc, je vais prendre un autre micro. Ok. Alors. Donc ça, c'est une démonstration sur laquelle Mathieu a travaillé. Et on peut voir que si je définis, donc je vais prendre le même exemple du début à la fin, ça va être les bons coins à champignons, parce que c'est cool quand même. Donc si je fais un truc champi, hop, champignon. Alors on m'a dit que c'était jamais une bonne idée de faire la démonstration en live, alors j'essaye. Donc j'ajoute un champ, donc ça va être le type de champignon. Et on va dire que c'est une chaîne de caractères, voilà, et que c'est requis. Et après, si j'ajoute un type de champ emplacement, et on va dire que ça va être l'endroit où ils sont, ces champignons. Et on va dire que c'est un polygone. Donc on peut avoir une zone en fait géographique. Pouf. Donc j'enregistre ça. Haha. Normalement ça fait des trucs. Voilà. Oui, parce qu'en fait c'est une démonstration avec la connexion de mon téléphone. Et donc là, si je veux ajouter un coin champignon, donc là, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, enfin, n'importe qui pourrait venir et créer ce formulaire-là. C'est ça l'idée, en fait. C'est de pouvoir faire de la création de formulaires à la volée. Et donc maintenant, n'importe qui, je peux vous distribuer cette URL-là, et n'importe qui peut venir, et vous pouvez y aller si vous voulez, et ajouter des données. Donc là, on va dire qu'à côté d'Angers, bon, je ne sais pas trop où, je vais prendre un endroit où il y a... Bon, vas-y. Hein. Exactement. Comme on disait dans Groland, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a donné les Juifs, mais on n'a jamais donné les bons coins à champignons. Et donc là, on va dire que c'est des girolles. Et puis, je sélectionne l'endroit où elles sont. Pouf. Je fais une sélection. Et voilà, et je peux l'enregistrer. Bon, rien de complètement dingue, mais ça marche. Et ce que je voulais montrer, c'est que... je vous montrerai après un petit peu derrière comment ça marche le stockage, comment on a implémenté les choses, etc. Mais je voulais que vous ayez ça en tête pour que vous vous rendiez compte un peu à quoi ça correspond, parce que ça peut être un peu abstrait. Ok. Du coup, là je vous ai montré une petite interface, mais tout ça c'est une partie qui est en fait différente un petit peu de Debed, de l'API que nous on expose. Et ce qu'on expose c'est du HTTP, c'est du REST, et voilà, c'est ce que je vais montrer là. Donc quand on soumet un nouveau modèle de données, la spécification HTTP dit il faut retourner ce machin-là. Et ça ressemble à ça. Alors forcément, il y a un truc qui ne va pas assez trop gros. Mais l'idée,
C'est aussi simple que ça. Si on fait un put, j'avais oublié que c'était complètement jaune. Bon, si on fait un put sur models Champi, avec le titre, la description, et puis en fait c'est exactement ce que j'ai fait avec l'interface, mais vous pouvez le faire, enfin c'est ce qui s'est passé en fait, c'est la requête qui est passée, c'est cette requête-là qui est passée derrière. Et vous pouvez le faire depuis n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un navigateur web, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et donc je disais que ça fait de la validation de données, donc quand il y a un problème avec les données que vous envoyez, par exemple là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de créer un élément vide, et il va me dire bah désolé non, tu nous as dit qu'il fallait un emplacement et qu'il fallait, j'ai dit quoi là, voilà, il fallait mushroom et il fallait location. Et ils sont pas présents, du coup ils nous répondent bah non, désolé, ça marche pas. Et ça c'est un format qui est prédictible et c'est possible en fait d'avoir des données comme ça, enfin de la validation de données sur tout ce que vous définissez. Ok, bon, c'est PyCon. Du coup je vais montrer un petit peu comment on a implémenté les choses en Python. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, gardez-les et puis on répondra après. J'aurais bien aimé passer le micro, mais apparemment c'est pas super pratique. Donc, voilà. Donc la manière dont on a fait ça, on a utilisé Pyramid, qui est donc un framework web, et Cornice, qui est la couche dont je parlais, qu'on a développée par-dessus Pyramid. Donc c'est pour le côté framework web. Et puis on a utilisé Colander. Colander, ça veut dire passoire en fait, en anglais. Et l'idée, c'est on définit des champs, on prend des objets Python, on les passe à travers le Colander, et il nous dit bah non désolé, les champs en fait qui devraient être là sont pas là, et il est très précis en fait. Il arrive à donner quels sont les champs qui vont pas bien, qu'est-ce qui pourrait être fait pour être amélioré, et ça fait aussi de la désérialisation. Donc on peut avoir par exemple, je sais pas moi, on peut retourner une chaîne de caractères qui va contenir des 0 et des 1, et dire en fait cette chaîne de caractères c'est pas juste des 0 et des 1, mais c'est un champ de type géographique, et les 0 et 1 ils veulent dire quelque chose en fait. Et donc on peut faire la désérialisation comme ça aussi. Donc je sais pas si c'est trop petit ou pas, non ça va. Donc ce qu'on fait en fait dans Dbed, c'est qu'on définit un modèle. Donc on valide le modèle, on l'enregistre en base de données, et après, à partir de ce modèle-là, nous on construit des objets Colander, et on les construit à la volée plus ou moins, quoi. Enfin, on les met dans un cache, etc., mais c'est l'idée. Et donc quand on envoie des données, on recrée l'objet à partir du modèle en question, et puis on construit le schéma Colander et on valide les données dessus. Et il nous dit ça va ou ça va pas. Alors si vous n'avez jamais vu Colander, c'est des trucs assez simples, ça ressemble à ça quoi. C'est un peu genre Django, ils font un peu la même chose pour les modèles ou pour les formes. C'est juste quelque chose où on dit bah voilà, un champignon, là dans notre cas, eh ben, y a un nom et il y a un emplacement. Et l'emplacement c'est un polygone et le nom c'est une chaîne de caractères. En vrai c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée quoi. Et alors là j'ai pris un super exemple parce que je dis facilité d'ajout de champ et puis il y a un slide qui est énorme, mais c'est juste parce que c'est une grosse expression régulière. Donc le truc qui est important, c'est surtout le fait qu'on dise à l'origine c'est une chaîne de caractères, node égale string, et puis après on définit un truc de validation et on dit on valide ça sur une URL. Et donc la grosse expression régulière, c'est l'expression régulière qui dit ça c'est bien une URL. Et c'est volé à Django d'ailleurs. Donc voilà. Et un des trucs sur lesquels on s'est bien amusé, c'est la gestion des ACL. Donc la gestion des ACL, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, si vous avez créé votre modèle champignon et que vous avez envie que tout le monde puisse faire n'importe quoi dessus, ben, c'est bien parce que c'est le comportement par défaut. Mais peut-être que c'est pas ce que vous voulez. Par exemple, si on oublie 2 secondes ce truc de champignon et qu'on dit on va créer un modèle pour gérer des commentaires sur une page, sur une URL, peu importe laquelle, on veut peut-être pas que tout le monde puisse modifier les commentaires de tout le monde. Donc du coup, ça va être une espèce de policy, une ACL un petit peu différente. L'ACL, ça va être, tu as le droit de modifier, tout le monde a le droit de créer des données, mais tu as le droit de modifier uniquement les données que toi tu as créées, par exemple. Et personne n'a pas le droit de supprimer, sauf l'administrateur ou des trucs comme ça. Donc nous, on a appelé ça, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais on a appelé ça les policies. Et voilà, et donc là je vais expliquer un peu comment on a intégré ce truc-là.
Donc un modèle, c'est la définition dont je parlais tout à l'heure, c'est les données qu'on ajoute dedans, et puis c'est la policy, donc ce qui dit un tel a le droit de faire ça, un tel n'a pas le droit de faire ça, etc. Et donc quand on a implémenté les ACL, c'est Rémi qui est venu avec une idée comme ça. Il s'est dit mais en fait les ACL dans Linux ils font ça de manière assez cool parce qu'ils font avec un masque binaire. Et donc au début on se disait ouais, c'est vrai qu'on veut faire un truc un peu... ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Là c'est marqué, il y a plusieurs choses sur lesquelles on veut pouvoir contrôler qui a le droit de faire quoi. On a la définition, donc qui a le droit de créer des données ou pas. Il y a les données, qui a le droit de pousser des données, modifier des données, supprimer des données, etc. Il y a qui a le droit de créer des utilisateurs, il y a un concept d'utilisateur. Et qui a le droit de modifier ces règles-là, les règles de policy. Et donc, si vous voulez faire un truc où il y a tous les cas, etc., c'est un peu pénible parce que c'est très répétitif. Et puis, il n'y a pas trop d'intérêt de faire ça comme ça. Du coup, on a fait ça avec les masques binaires de Linux. Alors, comment ça marche ? Si vous vous rappelez, avec Linux, les fichiers, c'est si vous voulez donner les droits à tout le monde, c'est 777. Si vous voulez les droits de lecture, ça doit être 1, les droits d'écriture, c'est 2, et puis et je sais même plus d'ailleurs, 4, ça doit être les droits de traverse, ou c'est écriture, lecture, enfin vous savez probablement mieux que moi. C'est exécution, voilà, c'est ça. Exécution, lecture, et dans l'ordre, c'est lecture, écriture, exécution. Et donc on a fait à peu près la même chose, sauf qu'on a un ordre différent, mais ça marche exactement de la même manière. Et enfin, moi je trouvais ça vraiment magique quand on a fait le truc. On fait putain c'est génial en fait, et on essaye, et on commence à bidouiller le truc et tout, et puis en fait ça marche. Et voilà. Et donc là ce qu'on a fait pour gérer les ACL dans DBed, donc ça c'est un mécanisme de pyramide. Ça dit voilà, le masque on le récupère. Alors ce qu'on passe dans permission, c'est quelque chose comme je sais pas qui a, enfin c'est ça en fait, c'est sur le slide d'après. C'est ça, c'est permission égale, par exemple, get data. Et donc ça veut dire qui a le droit de faire get data. Et donc, le permission mask, la fonction là, elle retourne le masque. Et donc là, par exemple, je crois qu'elle retourne 0x, enfin la valeur hexadécimale 400. Et voilà, et on fait juste un masque avec le ou, et ça nous dit t'as le droit de passer ou t'as pas le droit de passer. Donc voilà, get data correspond à 400. Et puis après, dans les vues du coup de pyramide, c'est aussi simple que ça. On définit le service, donc le service c'est ce qu'on a écrit avec data. Et après on dit juste permission égale ce machin-là. Et voilà, c'est magique. Du coup oui, avant de faire la suite, je voulais faire une autre petite démonstration sur une autre interface qu'on a faite. Alors en fait, cette interface, c'est rigolo parce que c'est un gars qui avait à peu près la même idée que nous, mais lui, il voulait juste faire un service de définition et de validation de formulaires, mais sans avoir l'API REST, etc. Et puis il supportait pas l'échange géographique, il voulait faire un truc basique, quoi. Il voulait faire un truc pour lui, et puis il s'est dit, tiens, c'est bizarre que personne n'ait fait ça, et voilà, donc il a fait son service, il l'a publié. Puis c'était pas du logiciel libre, et puis je trouvais ça vachement bien foutu, alors je suis allé le voir et je lui ai dit, il y a moyen que tu le mettes en logiciel libre, et puis nous on l'utilise, on met des bêtes derrière, et voilà. Et il m'a dit oui, et du coup on l'a fait. Et ça ressemble à ça. Alors l'intégration n'est pas encore terminée, et ça c'est la version en cours, mais vous allez avoir l'idée du coup. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble l'interface en fait. Donc si par exemple pour l'année prochaine, les gens qui organisent PyCon, ils se disent tiens, on a envie de faire un formulaire pour que les gens inscrivent leurs propositions de talk, et ben ils peuvent faire un truc comme ça. Donc je vais prendre cet exemple-là. Donc votre présentation, proposez votre présentation. Bon, voilà. On peut donner une petite légende, ça marche pas forcément. Ok, bon. Et il me reste 5 minutes. Alors voilà. Et du coup, bon, je vous montre très rapidement, mais on peut ajouter des labels, on peut ajouter des formes, etc. Donc si on veut dire par exemple votre présentation, pouf,
on fait ce machin-là. Après, on ajoute un multiline array où on ajoute le label. Donc, c'est par exemple longue description. Si je fais ça comme ça. Après, on met un drop-down où on va mettre plusieurs options. Donc, c'est par exemple niveau de la conf. Et puis, on peut dire débutant, avancé, expert. Voilà, donc on crée le machin comme ça en fait. Et c'est assez rigolo parce que moi je trouve ça vraiment super intuitif. Il nous reste à ajouter les champs de type géographique et tout ça, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose comme ça qui fonctionne pour tout le monde de manière assez simple. Voilà, donc du coup pour terminer, en temps qu'il reste. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est terminer le support des ACL parce qu'on a quasiment tout terminé, mais il nous reste 2-3 petites merdouilles à finir. Terminer l'intégration avec le truc que je viens de vous montrer qui s'appelle FormerApp. Et puis après, ce qu'on aimerait bien, c'est proposer un service de validation de formulaire que les gens puissent utiliser. Et surtout, j'ai pas envie que les gens dépendent d'un service que moi je fais tourner, parce que je suis très mauvais à faire tourner les services et les maintenir. Et du coup, j'ai envie de proposer quelque chose qui soit très simple. N'importe qui pourrait venir et dire « Ah, en fait, je vais cliquer sur ce bouton-là, et puis je vais m'authentifier, je sais pas trop comment, sur tel service provider, Heroku, ce que tu veux, qui ont des plans gratos. Et du coup, pouf, on a un truc qui gère les formulaires gratuitement, et les données sont chez nous, enfin, sont chez nous, sont chez eux, quoi, mais tu y as accès, tu sais que c'est pas moi qui y ai accès, enfin voilà. Et puis on veut implémenter la synchronisation hors ligne. Voilà, après il y a 2-3 petits liens et un super GIF. Et voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Bon, bah, le premier, le plus près. Salut, j'ai passé un entretien d'embauche chez SurveyMonkey aux États-Unis et c'est une boîte qui vend des formulaires. Est-ce que tu la connais et est-ce que tu sais si ça pourrait apporter quelque chose par rapport à SurveyMonkey, sachant qu'eux, ils font surtout de l'exploitation après des résultats. Alors, je les connais plus ou moins, quoi. Je connais Alexandre Conrad qui est là-bas. La grosse différence, c'est que, au niveau fonctionnalité, je pense pas qu'on veuille rentrer en compétition avec eux, parce qu'ils ont des développeurs qui savent très bien ce qu'ils font, ça fait des années qu'ils le font, etc. Mais ils sont beaucoup plus sur effectivement l'exploitation, d'après ce que j'ai compris, des données, la transformation, etc. A priori, moi, je pensais pas faire un truc là-dessus. Après, j'ai jamais utilisé leur service, donc je sais juste qu'ils ont fait des patchs dans Pyramid, dans Cornice à un moment, ils l'utilisent plus. Voilà, donc je saurais pas trop te répondre parce que j'ai pas trop utilisé leurs produits. Je peux pas faire de comparatif, quoi. Mais je suppose que ça doit être à peu près la même chose. Après, eux, ce qu'ils font, c'est le service qu'ils vendent et du coup, c'est pas basé sur du logiciel libre. Enfin, c'est basé sur du logiciel libre, mais leur truc à eux est pas libre. Voilà. C'est ça la grosse différence, c'est que moi, j'ai vraiment envie qu'on ait une alternative à Google Forms libre, quoi. C'est ça mon objectif. J'avais une petite question, c'est est-ce qu'on peut intégrer Daybud dans des applications pyramides existantes, notamment quand on a du mix traversal et URL dispatch? Est-ce que c'est jouable? Alors, Fête m'a déjà posé la question. Je vois pas pourquoi ce serait pas jouable. Après, nous, on a tout un système où on mappe déjà nos URL vers des vues, quoi. On peut complètement abstraire ça. En fait, la logique dans les vues, elle est vraiment minuscule, quoi. Donc, tu peux te plugger à un autre endroit et utiliser les autres fonctions. Si tu veux, je pourrais te montrer en détail un peu comment on a construit le truc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, quand on mixe les deux, dans les déclarations de vue URL dispatch, on a des composantes traversales en fait, qui décrivent les ACL pour accéder à ces vues-là. C'est surtout ça. Du coup, tu voudrais récupérer les ACL à partir du traversal? Ouais. Enfin, c'est une question si c'est. Je pense que ça peut marcher. Il y aurait un peu de boulot, je pense, quand même, pour l'intégrer. Ouais. Genre, ce serait pas juste comme ça, tu le prends et tu le plugs et voilà. Mais ce serait plus au niveau de Cornice, sûrement, non? Comment? Ce serait plus au niveau de Cornice, peut-être. Et au niveau de Cornice, du coup, il faudrait court-circuiter Cornice, en fait, parce qu'il est pas bon à faire du traversal, c'est pas ça qu'il fait. Et du coup, tu court-circuites Cornice et tu te plugs à un autre niveau et tu déclares tes vues toi-même, quoi. Mais en fait, Cornice fait pas grand-chose là. Il permet juste d'avoir le service en question qui répond bien aux spécifications HTTP, quoi. Et sinon, j'avais une autre question, c'était sur les valeurs par défaut
Et notamment tout ce que Colander permet de faire en fait, avec les Colander.differ. C'est l'association de valeurs par défaut dynamique, comme je sais pas, la date du jour ou des choses comme ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans Daybud ou pas? Actuellement, on n'a pas de moyen de définir de valeur par défaut, non. Ouais, j'ai une question au niveau de la validation. La validation se fait par champ, elle peut se faire aussi au niveau du modèle une fois que tous les champs ont été validés, ou C'est-à-dire au niveau du formulaire, on va vérifier que, je n'ai pas d'exemple en tête, mais que tel champ peut avoir telle valeur, enfin telle option ne peut avoir telle valeur que si... Oui, voilà, par exemple, tu ne peux pas mettre... Ouais, tu peux comme, typiquement comme dans Django, tu as la méthode clean qui permet de valider le formulaire, le form globalement après avoir validé chaque champ. Ouais, tu peux faire des règles de validation cross champ en fait. Par exemple, dire tel champ doit être égal à tel autre champ ou des trucs comme ça. Ok, merci. Une dernière question. Alors, je vais essayer de faire court parce que moi j'en ai plein des questions. Parce que j'aimerais bien l'intégrer moi au boulot d'Eben. Est-ce que, alors j'ai vu que c'était assez facile de créer des types de champs spécifiques, parce que ça va être beaucoup utilisé, mais est-ce que ça remonte dans l'interface du coup? Alors non, si tu définis un nouveau type de champ, il faut définir comment il va s'afficher, quoi. Ok. Ouais. Autre chose, un truc nous qui nous intéresse plus, c'est l'après-validation de formulaire. C'est-à-dire que nous on veut pas forcément mettre des choses en base de données, ouais. On veut créer plein de choses derrière, c'est-à-dire une sorte de plein de tâches. Enfin, on veut lancer plein de tâches, attaquer des services web, envoyer des mails, et donc du coup on veut pouvoir mapper des champs on veut pouvoir définir des champs qui vont avoir leur utilité dans une action bien spécifique après. Est-ce que ça, ce serait possible ou il y a beaucoup de code à faire? Alors actuellement, il y a quelque chose qu'on fait, c'est que tu peux passer un flag, enfin une option en fait HTTP, enfin header, et dire ne me le stocke pas, quoi. Fais juste la validation et voilà. Et donc une fois que tu as fait la validation, normalement tu as les données de ton côté déjà, donc tu en fais ce que tu veux, quoi. Donc si tu veux les renvoyer ailleurs, tu peux. Je pense pas que ce soit le boulot de Daybed de les rebalancer ailleurs. Non, c'est clair, c'est autre chose, mais est-ce qu'on a facilement accès aux données après? Est-ce qu'on peut... Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le mapping de champs avec une action spécifique. C'est-à-dire, si je veux envoyer un mail à quelqu'un, je veux savoir sur quel champ je dois aller taper pour extraire l'adresse mail. Si par exemple, j'ai un champ où il y a plusieurs adresses, un formulaire où j'ai plusieurs adresses mail à rentrer. C'est plutôt ça. J'ai un formulaire où je dois rentrer par exemple 3 adresses mail, mais je vais envoyer un mail à une seule de ces personnes. D'accord. Donc je veux mapper le type de champ avec cette action. Donc envoie un mail au champ numéro 1 email. C'est un peu ça l'idée. Ok. Je pense que tu pourrais étendre Daybed. Ça fait pas partie des cas d'utilisation qu'on a. Je pense pas qu'on souhaite. Enfin, je sais pas trop en fait. Faudrait en discuter. Mais je pense que tu peux prendre le code de Daybed et le modifier pour qu'il fasse. On va faire une sorte d'extension à Daybed pour ce genre de truc. Ok. Ouais, ce serait intéressant d'avoir un système d'extension complètement. Bien, merci pour cette présentation. Merci.